Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode bonus de Tech Café. Alors vous avez entendu il y a quelques jours l'épisode hebdomadaire de Tech Café où on vous parlait de l'actu tech, mais il y avait plus d'informations qui étaient prévues sur le conducteur et en réalité Guillaume Poggiaspala nous avait préparé une rubrique assez complète parce qu'en fait il s'agit même d'une chronique des composants, on peut le qualifier comme ça, 20 minutes de contenu supplémentaire qu'on a sorti de l'épisode hebdomadaire pour ne pas avoir un épisode trop long. Je sais que parfois vous êtes quelques-uns à ne pas aimer quand les épisodes sont trop longs, donc on a limité au format habituel de 1 heure, mais là vous avez donc en supplément en cette fin de semaine 20 minutes complémentaires très orientées autour de la chronique des composants. Je vous laisse avec mon moi d'il y a quelques jours et avec Guillaume Poggiaspala pour cette mini chronique des composants. Écoute, mini rubrique chronique des composants dans cet épisode de Tech Café. Ouais. A commencer, quand même. Alors le truc c'est que elle va pas être mini en fait, peut-être qu'elle va être plus moins mini. Je croyais que tu tiquais sur l'aspect chronique des composants. Écoute, on se fait plaisir, on est en podcast, Guillaume, on n'a pas de contraintes, il y a pas de page de pub qui viendra nous couper. On va parler de Western Digital, Guillaume. Oui. De toute façon, tu pourras toujours faire ça, mettre ça en extra bonus si jamais ça fait 2h30, je sais pas. Pourquoi pas, on verra. Bon oui, Western Digital, pourquoi je voulais en parler? Parce que il y a des trucs intéressants sur les composants en ce moment, il y a plein d'annonces, j'ai déjà un petit peu fait la dernière fois et ça continue. Bon, Western Digital lance de nouveaux disques avec de la flash. Mais peut-être pas comme tu le penses en fait. Donc, parce que si tu utilisais un PC dans les années 2010, tu te souvenais peut-être des SSHD. Donc c'est des disques durs mécaniques qui embarquaient des mini SSD de 8 Go, disons, qui servaient de cache. Est-ce que c'était les Fusion Drive de chez Apple, par exemple? C'est comme ça qu'ils appelaient les disques avec ces technos-là ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Écoute, c'est 8 Go de buffer cache qui améliorait un petit peu les performances du truc. Moi, j'en ai eu un, d'ailleurs, c'était plutôt efficace. Enfin, voilà, c'était pas trop mal. Bon, aujourd'hui, ce système a totalement perdu de sa pertinence puisque 128 Go de SSD, ça vaut plus que dalle, hein. Et puis c'est impensable. En tout cas, c'est fortement déconseillé de mettre Windows sur un disque mécanique aujourd'hui, hein. Mais bon, les vieux disques durs sont toujours là, et parce que le rapport prix au gigaoctet est imbattable. Et les prochains atteignent 20 teraoctets et sans SMR. Alors quand je parle de SMR, certains pensent peut-être à des bruits de bouche qui sont faits très près du micro. Oui, quand on parle comme ça. Mais là, c'est pas du SMR, c'est pas de l'ASMR, c'est du SMR. Donc le SMR, parfois appelé SMR de la honte, c'est une technique maligne, mais un peu extrême quand même, pour augmenter la capacité des disques durs sans changer fondamentalement les pièces. Donc en gros, on veut augmenter la densité des disques en resserrant au max les pistes des données, et ça tombe bien, sur un disque dur, la tête de lecture est plus étroite que la tête d'écriture. Donc sur un disque classique, les pistes font la largeur de la tête d'écriture. C'est logique, hein. Et donc, du coup, il y a du vide entre les pistes. Et les données sont sur une bande qui est plus étroite au milieu. Bon, maintenant, la question c'est qu'est-ce qui se passe si on resserrait les pistes? Si on faisait des pistes de la taille de la tête de lecture, donc plus fines, ça changerait rien pour les têtes de lecture, donc on lirait toujours aussi bien les données. Mais malheureusement, pour l'écriture, ça serait une autre histoire, parce que la tête est trop grosse. Donc elle va écrire sur plusieurs pistes de données à la fois. Et en écrivant une, elle va scratcher celle d'à côté. Donc on peut corriger ça, mais du coup, il faut le faire sur toute la longueur de la piste. Et donc, quelle longueur? Sur un disque SMR, on a une partie buffer, donc on a une partie de mémoire tampon, donc qui est en SMR, en CMR, c'est-à-dire pas en SMR, c'est-à-dire en normal, tout simplement. Donc on a une petite partie du disque dur qui est donc enregistrée de manière normale, et le reste, ils sont en blocs. Des blocs SMR de genre 256 mégas, et dans ces blocs, les pistes se chevauchent au niveau de l'écriture sur une longueur fixe. Donc quand on doit réécrire une nouvelle donnée dans un bloc, ça peut aboutir potentiellement à la réécriture du bloc entier, et ce même si vous modifiez un seul secteur. Et c'est là que le bas blesse, parce que si le buffer qui sert de cache déborde, les performances dégringolent et ça rend les disques durs SMR très peu adaptés à certains types de boulot. Bon, faut le savoir, c'est tout. Sauf que parfois, les constructeurs le disent pas, et en fait c'est ça la honte. Bon, enfin, Western Digital en a utilisé pour atteindre les 20 teraoctets déjà par le passé, hein, mais comme le SMR est pas très bonne réputation, ils ont changé de stratégie et ils ont fait les OptiNAND, qui utilisent donc de la NAND, de la mémoire flash, mais pas pour stocker les données utilisateurs, enfin en général. La NAND, en fait, elle est utilisée pour sauvegarder le cache DRAM du disque en cas de coupure de courant, donc parce qu'en fait il y a des condensateurs, et les condensateurs intégrés tiennent assez longtemps pour qu'une copie intégrale du cache soit complètement copiée. Donc c'est intéressant parce que déjà évidemment c'est super en cas de coupure de courant, mais c'est aussi intéressant pour les disques du réseau parce que du coup la synchro forcée est instantanée. Bon, en général, la NAND est utilisée pour stocker autre chose en fait. Elle stocke les métadonnées du disque lui-même, celles qui sont utilisées par le firmware. C'est des disques c'est des données que vous ne voyez absolument jamais et que même l'OS ne les voit jamais. Parce que bon, voilà, comme nous, hein,
comme toi, comme moi, nous, êtres de chair et de sang, eh bien, chaque disque dur est unique. Donc ces caractéristiques fines, propres à chacun, elles sont analysées et enregistrées après la fabrication pour chacun des disques, et elles sont utilisées pour compenser en fait les imperfections, les déviations à la norme. Et ces données-là, donc ces métadonnées du disque lui-même, elles sont stockées sur le disque, mais elles sont inaccessibles au système d'exploitation. Hein. Elles sont accessibles qu'au firmware qui pilote le disque lui-même. Et elles sont différentes pour chaque exemplaire. Elles sont différentes sur chaque exemplaire de disque dur. Et ça, ça c'est de la place perdue. Et c'est de la place perdue qu'on récupère en le balançant dans la flash, tout simplement. Donc le disque utilise aussi une technique EAMR, hein, donc soit Energy Assisted Magnetic Recording. Donc en gros, le champ magnétique de la tête est mieux stabilisé, donc il est créé de manière plus propre. Et donc voilà, donc c'est assez marrant, puisque donc c'est un disque qui utilise de la flash, mais qui est donc plus polyvalent. Et bon, c'est en phase de pré-prod pour le moment, mais c'est intéressant de voir que les gros disques restent pertinents et que voilà, ça continue d'évoluer, quoi. Et donc on va parler de Intel qui demande trop de ressources pour Cloudflare et qui n'arrive pas à suivre. Oui, Cloudflare, donc vous connaissez sans doute, hein, lui et les autres CDN sont devenus indispensables, hein, sans même qu'on s'en rende compte d'ailleurs. Parce qu'en fait... Si on s'en rend compte quand il tombe, en général. C'est exactement ça. Parce que Cloudflare, en fait, c'est un peu la mémoire cache d'Internet, quelque part, hein, puisque les CDN, en général... C'est beau. Oui, c'est un CDN, donc on rappelle, c'est un Content Delivery Network. Donc c'est un réseau qui est par essence global et qui distribue le contenu d'autres sites, mais à partir de serveurs qui sont géographiquement proches de l'utilisateur. Tout ça pour minimiser la latence. Donc Cloudflare, en fait, il héberge pas vraiment les contenus, hein, il réplique le contenu demandé dans une zone géographique pour le servir à ces utilisateurs-là, sans solliciter le serveur d'origine. Et donc faire tampon en quelque sorte, et aussi limiter l'usage des grandes artères du réseau. Donc Cloudflare a besoin de serveurs, hein, évidemment, beaucoup de serveurs, et il semblerait que pour leur 11e génération de machines, ils soient tombés sur AMD, ils laissent tomber Intel pour AMD. Donc ce sont en particulier, ce sont des EPIC 7713 à 64 cœurs qui vont aller dans les 200 sites du monde entier, et ce sont, alors qui avant, pour l'instant, c'était des Xeon, mais le truc, c'est qu'ils ont essayé les Xeon Ice Lake, et le problème, c'est que les Xeon Ice Lake, ils chauffent et ils bouffent beaucoup trop d'électricité, genre plusieurs centaines de watts de plus par rapport à AMD, par serveur, ce qui est absolument énorme. À l'échelle mondiale, bonjour. C'est exactement ça, et c'est un peu la règle aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'en termes de performance brute, les Intel tiennent la comparaison, mais ils consomment beaucoup plus que la concurrence. Alors ça se voit pas trop en entrée milieu de gamme, mais sur le haut de gamme et le secteur pro, c'est très handicapant. Donc il semble que le 10 nanomètres soit pas vraiment aussi économe que le 7 nanomètres de TSMC finalement. Donc on verra pour Alder Lake, mais du coup on s'inquiète un peu. Cloudflare, une entreprise vraiment à suivre, hein. Au passage, il faudrait peut-être qu'on se réattarde un jour à faire des dossiers derrière cette entreprise. IBM qui joue à cache-cache, Guillaume. Ouais, qui joue à cache-cache. Bon alors c'est là où ça va être peut-être un petit peu long, parce qu'il faut expliquer plein de trucs, mais c'est intéressant quand même. Bon, j'ai longuement parlé de Hot Chips la semaine dernière, et je vais en remettre une couche. Mais sur une puce, c'est un domaine particulier que j'ai trouvé très intéressant. C'est une innovation IBM sur laquelle on a eu plus d'infos la semaine dernière, et ça concerne le cache. Ouais, tu le vois, le fil rouge là, c'est un assez gros fil rouge finalement. Ah oui, je le vois bien. C'était caché. Donc c'était caché, et je vais parler de Telum. Et voilà, pour voir si t'es l'homme de la situation. Bon, je sens, d'accord. Non, j'aime bien. Bon, elle marche plus avec moi parce que je l'avais déjà vu dans les notes d'émission, je sais. Elle est très très bien. Bon, Telum, c'est quoi? C'est le nom des prochaines puces des mainframe IBM Z. Voilà, IBM Z, c'est un nom de méchant, hein. C'est très utilisé dans le secteur bancaire, en fait. Donc ça reste bien dans l'ambiance super méchant, en fait. Bon, c'est quoi une mainframe, finalement? C'est un nom qui vient du fond des âges informatiques, hein. Ça désigne, en gros, l'ordinateur central, tel qu'on pouvait le concevoir dans les années 70. C'est un gros machin au sous-sol, hein, auquel se connectent via des clients. Bon, aujourd'hui, c'est moins la mode. D'ailleurs, soit vous avez un parc de postes de travail, soit, si vous êtes riche, vous avez un centre de calcul ou un data center, soit vous êtes dans le cloud, hein, tout simplement. Mais bon, il y a toujours une clientèle pour les gros serveurs centraux spécifiques, qui appartiennent à la boîte, hein, qui sont logés dans la boîte et sur laquelle on veille comme une maman poule, parce que ça gère des trucs ultra critiques, hein, comme les transactions dans une banque, par exemple, ou juste tout le business de l'entreprise. Donc un mainframe, c'est un serveur qui est puissant, mais qui est surtout ultra fiable et robuste, et souvent ultra cher. La tarification, elle est sur mesure. Bon, c'est un peu niche, mais ça existe toujours, hein, et IBM, c'est le roi du mainframe moderne, avec ses séries Z15, qui sont basés sur des processeurs spécifiques, les Z15, donc c'est des machins 12 cœurs à 5 GHz avec un gros cache. Donc une mainframe Z, ça tourne toujours si tu lui arraches une barrette de RAM par exemple, tu vois, la pauvre.
Si tu fais ça avec un ordinateur normal, ça marche pas, je précise. Et donc IBM a présenté Telum, qui est donc le successeur du Z15. Et le plus intéressant sur ce truc, c'est sa gestion du cache. Bon alors, peut-être petit retour sur le cache dans le processeur. Peut-être reprendre. Bon, on peut même reprendre la métaphore. Est-ce qu'on va parler de Castor ? Oui, reprenons la métaphore Castor. Allez, on va faire ça. Allons-y. Bon, on se souvient que si on reprend les castors, on se souvient qu'un cœur de processeur, c'est une usine de castors, une usine de castors affairés, ultra speed, qui travaille sur des noisettes. Une usine de noisettes, une exactement. Usine qui travaille sur des noisettes et qui font des opérations plus ou moins compliquées sur ces noisettes. Donc il y a les selon le bâtiment de l'usine qu'on regarde, il y a le département calibrage, le département décortiquage, le département polissage, etc. Donc il y a plein de départements différents dans cette usine de noisettes. Mais pour pas que les castors se retrouvent au chômage technique, il leur faut des noisettes sur lesquelles travailler. Et donc, comme toute usine, Castor Incorporated doit avoir un bon système logistique. Donc, il y a le champ de noisetiers, où il y a toutes les noisettes que tu veux, il y a des noisettes par milliards, c'est génial. Le problème, c'est qu'il est super loin, le champ de noisetiers. Il faut quand même prendre l'avion pour y aller. Bon, c'est très long de faire parvenir des noisettes de là-bas. Donc, faut s'organiser. Donc, et du coup, tu vas pas aller au champ pour chercher 2 noisettes, quoi, tu vois. Du coup, il y a Castor Air Freight, qui fait tourner des avions cargo entre le champ de noisettes et donc un énorme hangar près de l'aéroport. Notez bien que l'aéroport peut servir toute la zone industrielle, il peut y avoir plusieurs usines. Et ensuite, il y a Castor Trucks qui fait tourner des semi-remorques de noisettes qui alimentent un entrepôt qui est pas loin de l'usine Castor, ou des usines Castor. De là, le département logistique de l'usine fait des rondes avec des kangous pour alimenter des bacs à noisettes qui sont, eux, tout près des bâtiments, là où les castors bossent. Donc il y a des castors coursiers qui vont chercher les noisettes là et qui les ramènent aux experts qui bossent à fond et eux ils se soucient de rien. Les castors experts, eux ils se soucient de rien. Ils font les trucs sur les noisettes, ils se soucient pas de tout ça. Tout ça, ça tourne en même temps. Les camions, les kangous, les avions, tout le temps. Tout ça, ça tourne en même temps. Et tout ça, c'est géré par Castor Logistics qui regarde en permanence les noisettes qui manquent, celles qui sont requises, celles qui doivent être envoyées aux clients et celles qui peut-être, tu vois, les noisettes dont on va peut-être avoir besoin. Et il faut faire gaffe, parce que si Castor Logistics se plante, et qu'une noisette est requise, mais qu'elle n'est pas dans le bac, il faut aller la chercher à l'entrepôt. Ouais. Et si elle n'est pas dans l'entrepôt, il faut aller chercher à l'aéroport, au hangar. Et sinon, faut la commander et attendre le prochain avion. Donc t'as intérêt à pas te planter sur les bordereaux. Faut pas. Voilà. Donc entre eux, les castors appellent les bacs à noisettes de l'usine les caches de niveau 1, l'entrepôt pas loin, c'est le cache de niveau 2, et le hangar, c'est le cache de niveau 3. Quant au champ de noisetier, c'est presque une légende, ils ont jamais eu affaire à lui. Bon, Castor Logistics, évidemment, des fois ils se plantent, parce que voilà, évidemment, ça arrive toujours. Ils appellent ça un cache miss. Et quand il y a une cache miss, c'est le chômage technique pour des centaines de cycles d'horloge, donc les castors s'ennuient un peu, mais c'est la vie. Puis de toute façon, on peut pas prévoir chaque noisette qui sera demandée lors du processus. Il y a forcément des cache-miss à un moment ou à un autre. Pourtant, chez Castor Logistics, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils ont des bons de commande détaillés, ils ont l'historique du client, et souvent, ils prévoient plutôt bien ce dont il aura besoin, mais des fois, ça rate. Alors évidemment, des fois, les réserves débordent. Parfois, le grand bac en bas de l'immeuble, là, il n'est pas encore complètement traité, et la kangou ramène encore d'autres noisettes. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On remplace pas tout. On essaie de faire plus intelligemment. Donc Castor Logistics récupère des vieilles noisettes pour faire de la place dans le bac, mais elle les jette pas à la poubelle. Elle les prend dans le kangou et elle les ramène à l'entrepôt. Et puis c'est pareil à l'entrepôt. S'il faut faire de la place, le camion, il reprend les plus vieilles noisettes, il les ramène au hangar. En gros, on fait ça parce que si jamais ces noisettes-là, finalement, elles peuvent encore servir, elles sont pas trop loin. Bon, en langage Castor, on dit que quand une ligne de données du cache L1 est utilisée, on l'évince dans le cache L2, au cas où elle serait redemandée. Et pareil, du cache L2 au cache L3. Et puis ce serait pareil s'il y avait un cache L4, ce qui peut arriver. Donc ça, c'est la manière dont pratiquement toutes les usines Castor fonctionnent. Mais c'est pas la manière dont les Castor Z fonctionnent. Alors comment ils fonctionnent les Castor Z? Déjà ils ont des t-shirts, on imagine bien avec Z dessus. Exactement, on les appelle les Castors. Donc les Castors, ils vont se la jouer différemment. En fait, tu sais comment c'est, la concentration, tout ça. Maintenant, il n'y a plus une seule usine sur une zone, il y en a plein. Il y a plein d'usines en fait. Dans les Castors, ils vont jouer là-dessus. Parce que chez eux, il y a 16 usines sur un même complexe, qui est pas super étendu en fait. Et il y a même 16 complexes si on regarde la zone d'un peu plus haut. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une autoroute, déjà, pour desservir toutes ces zones. Un truc à grande vitesse. Et surtout, on va remplacer le kangou par un roadster Tesla. Donc, c'est une bonne idée ça. On va faire des économies environ le gros hangar de l'aéroport, et les camions qui vont avec. Et à la place, on va faire un plus gros entrepôt devant chaque usine du complexe.
et on va les mutualiser. Par exemple, admettons qu'on n'ait plus de place dans l'entrepôt d'une usine. Qu'est-ce qu'on fait ? On le met dans celui d'une autre usine, qui a encore de la place. Alors oui, c'est sûr, c'est plus loin. Mais bon, un roadster Tesla, c'est 0-100 km/h en 2,1 secondes, et c'est 400 km/h de maximum en pointe. Et puis bon, l'entrepôt est plus gros en plus, donc on a besoin de le faire moins souvent qu'avant. Et du coup, le hangar qu'on avait, qui était près de l'aéroport, en fait, il est remplacé par l'ensemble des entrepôts du complexe industriel. Et même, peut-être même de la zone entière, si on veut. Et donc, en langage Castor, on dit qu'on mutualise les caches L2 pour pouvoir se passer des caches L3 et L4. Et ça marche. Il y a moins d'étapes, en fait. Oui. On arrive plus vite à l'interface avec le champ de noisettes. Exactement, mais pour ça, c'est quand même compliqué. Mais par contre, il faut des essaims de roadster qui roulent à tombeau ouvert sur les autoroutes de la zone. Bon, c'est pas grave, parce que c'est géré par Uber Castor. Ah. Alors, pour en revenir au Telum d'IBM, IBM fait donc une première mondiale en présentant un CPU très haute performance, qui a un énorme cache L2, 32 mégaoctets de cache L2, alors qu'en général c'est 2-3 mégaoctets le cache L2, donc là il y a 32 mégaoctets de cache L2. Par contre, il n'y a ni cache L3 ni cache L4, comme c'était le cas sur son prédécesseur. Donc c'est super audacieux. L'accès à la mémoire, c'est vraiment crucial, qu'à donner, surtout dans la haute performance comme ça, c'est vraiment crucial. Mais en fait, si tu fais le calcul, du fait de la mutualisation, un système typique qui a 4 tiroirs de 4 puces avec 256 cœurs, il a 256 mégaoctets de L3 virtuel et jusqu'à 8 gigaoctets de L4 virtuel. Donc c'est monstrueux. Et comment ça marche ? En fait, les cœurs sont mis en réseau. Les données s'échangent d'un cache à l'autre. Et autant sur le même die que sur une même puce, que sur un même système. Donc c'est monstrueusement compliqué à faire. C'est vraiment, c'est extrêmement ambitieux de faire ça. Personne s'y attendait, quoi. Et ce truc-là, c'est juste, ça peut être deux choses en fait. Soit c'est carrément le futur des caches, soit c'est une usine à gaz que personne ne refera plus jamais. Mais dans les deux cas, c'est quand même super intéressant. Impressionnant d'avoir ces images en tête. Je fermais les yeux en essayant de m'imaginer les petits castors. Je reste dubitatif quand même sur les coûts d'investissement que peuvent représenter une usine qui fonctionnerait avec des roadsters Tesla. D'autant que je suis pas sûr qu'on puisse beaucoup transporter de noisettes à la fois, contrairement à un Kangoo. Mais pourquoi pas. En tout cas, belle innovation du côté... Non, mais c'est un roadster avec un coffre de toit. Ah, voilà, mais il fallait le préciser, c'est important. Ok, très bien, c'est vendu. Heureusement quand même qu'il y a Uber Castor qui est présent dans la place. Excellent. On va terminer une dernière news dans cette rubrique de chronique des composants, Guillaume. Ouais, ces trucs sur les neurones. Alors c'est pas vraiment du matériel, mais bon, on parle énormément de deep learning quand même. C'est moins du cache aussi. C'est moins du cache, mais c'est caché, puisqu'il y a des trucs cachés, il y a des informations cachées, et surtout des couches cachées. Alors bon, on parle de deep learning. Le deep learning, c'est quoi ? C'est des réseaux de neurones artificiels. Donc on en parle énormément en ce moment. Donc ça sous-entend qu'on utilise des neurones artificiels qui sont au moins modélisés à partir de ce qu'on sait des vrais neurones. En fait, c'est ce qu'on savait sur les vrais neurones, mais dans les années 60, et ça n'a pas bougé depuis. Donc en très gros, ça ressemble à une petite boîte qui fait une moyenne pondérée d'un certain nombre d'entrées, et qui applique ensuite une fonction non linéaire sur le résultat, qu'elle applique dessus avant de donner le résultat dans une sortie. Connecter des milliards de ces trucs et ajuster les poids qui vont donc dans cette moyenne pondérée, c'est tout l'art de faire un modèle qui, lui, peut être extrêmement complexe. Mais bon, fondamentalement, un neurone artificiel, c'est très simple. C'est trop simple, en fait, parce qu'on a appris plein de choses sur les neurones biologiques depuis, et il y a 2 chercheurs de l'université de Jérusalem qui voulaient savoir à quel point un vrai neurone, c'est plus complexe qu'un neurone artificiel. Et pour ça, en fait, ils se sont dit, voilà, on va prendre un neurone de rat, et puis ils ont fait un réseau de neurones artificiels, et ils ont voulu modéliser le comportement de celui du rat avec une fiabilité d'au moins 99%. Et ça a été super compliqué, ça a été extrêmement difficile à faire, et surtout, devine combien il faut de neurones artificiels pour modéliser un seul neurone biologique, en fait. C'est une excellente question, ça. Je dirais, je sais pas, 100 ? Au moins 1280. Ça fait beaucoup. Okay. Parce qu'ils ont utilisé un modèle avec plusieurs couches, donc de 256 neurones, et il a fallu au moins 5 couches pour reproduire le neurone de manière fiable. Donc, c'est peut-être prématuré de dire qu'un neurone biologique est 1000 fois plus complexe qu'un neurone artificiel, après tout. Peut-être qu'il existe un modèle plus simple. Mais on peut quand même raisonnablement conclure, pour résumer, qu'un neurone biologique, c'est largement plus complexe qu'un neurone artificiel. Donc ça peut vouloir dire 2 choses. Soit qu'il faut revoir nos modèles de neurones artificiels, significativement, ou bien qu'il va falloir utiliser beaucoup plus de neurones qu'on utilise en ce moment, là, les neurones simples, pour approcher la complexité du vivant.
Et auquel cas, c'est pas demain la veille qu'on arrivera à faire tourner des mêmes ressources que sur des neurones de vrai cerveau, du coup. Une preuve est faite de plus. Merci Guillaume. Et voilà pour ce petit complément, ce petit épisode supplémentaire. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Dites-moi si jamais ce format complémentaire de temps en temps vous intéresse, vous plaît ou au contraire vous rebute. Vous connaissez tous les endroits où interagir avec nous, donc je vais pas vous les rappeler. En revanche, évidemment, si vous avez écouté cet épisode et que vous n'êtes pas habitué à écouter Tech Café, que vous voulez l'épisode hebdomadaire où on parle de l'actu tech plus en général, rendez-vous sur l'épisode précédent. À très vite dans un prochain épisode de Tech Café.